Je remercie beaucoup l'UTIA de me permettre de faire cette petite intervention là, qui me fait très plaisir. Puis merci à vous tous là, de vous joindre à nous. Donc, je vais faire une petite conférence que je vais essayer d'être le plus grand public possible. J'ai fait en sorte qu'elle ne soit pas trop longue, peut-être une trentaine de minutes, ce qui va nous permettre de laisser tout le temps voulu à les discussions par après. Okay. Moi, mon objectif premier, lorsque j'ai contacté l'UTA pour cette conférence, c'était de donner une chance à tous ceux qui le voulaient de poser des questions. Alors, j'ai reçu justement une série de questions là, que certains d'entre vous ont envoyées il y a quelques jours, et puis je vous remercie pour ça. Et on prendra du temps pour y répondre après, et puis évidemment, vous aurez la chance de poser toutes les autres questions que vous voulez. OK, alors on va pouvoir commencer. Juste une petite chose, si jamais il y a des problèmes techniques, là, que ça se met à geler ou à être saccadé de votre côté, surtout n'hésitez pas à ouvrir vos micros là, pour m'en faire part, et puis je basculerai sur un autre ordinateur si c'est nécessaire. Donc, je vais pas aborder évidemment là, tout ce qu'il est possible d'aborder. Là, vous comprendrez qu'on connaît tellement de choses maintenant sur ce virus-là qu'il y a littéralement des cours de plusieurs dizaines d'heures qui existent. Alors, je vais me concentrer sur quelques éléments de base sur le virus et surtout sur son mode de transmission. La raison pour ça, c'est que c'est vraiment l'aspect qui a été le moins clair pour le public pendant longtemps. Je vous dirais que ça s'est même clarifié seulement récemment du côté de la santé publique. Et je vais aller un petit peu plus en profondeur sur deux aspects qui intéressent beaucoup de monde en ce moment. D'abord, quels sont les vaccins qui sont disponibles et comment ils fonctionnent, quelle est leur efficacité, et puis le point sur les variants, donc ces souches mutantes de virus qui ont commencé à circuler. En fait, comme on le verra, des souches mutantes, il y en a depuis le début de cette pandémie. Mais quel est l'impact de ces variants sur la pandémie et puis sur les chances de succès des vaccins? Alors, on y va avec quelques éléments pour comprendre les coronavirus et en particulier donc SARS-CoV-2 et puis sa transmission. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que les coronavirus, c'est une grande famille de virus. Il y a des dizaines d'espèces virales différentes qui constituent les coronavirus, qui sont même d'ailleurs regroupées en sous-groupes à l'intérieur du groupe des coronavirus. Ce sont des virus qui sont on peut dire assez ubiquitaire, puisqu'il y a beaucoup d'animaux qui sont infectés par les coronavirus, puis on n'a pas encore fini de découvrir toutes les espèces animales qui peuvent potentiellement être infectées. Okay. Alors, juste pour vous donner quelques exemples, il y a des oiseaux, tout un tas de petits mammifères comme les civettes, qui peuvent être infectés. Les différentes espèces félines peuvent être infectées. Les dromadaires aussi, comme on le verra. Et les chauves-souris constituent des réservoirs fréquents pour ces virus. Alors, ce qu'on entend par réservoir, dans le fond, c'est l'espèce animale à l'intérieur de laquelle le virus se réplique d'une façon constante et qui sert de source pour les épidémies qui vont se produire chez d'autres espèces animales. Okay.
Là, je n'ai pas le temps d'aller trop dans le détail sur ces chauves-souris, mais en réalité, c'est une espèce de mammifères très intéressante qui sont particulièrement réceptifs à l'infection par les virus, pas juste les coronavirus, mais tout un tas de virus différents. Dans le fond, ils ont une stratégie où les chauves-souris ont un système immunitaire qui ne va jamais surréagir face aux infections virales. Donc, ils ont une stratégie de tolérance des virus plutôt que de combat des virus. Okay. Ça en fait évidemment des réservoirs naturels pour les virus. Donc, dans les 20 dernières années, on a eu 3 épidémies notables de coronavirus. Évidemment, la plus grosse, c'est celle qu'on vit présentement avec SARS-CoV-2, qui a infecté des millions de personnes. Mais avant cela, on a eu en 2002-2003 une épidémie de SARS, ou SRAS comme on l'appelait en français à l'époque, où il y a eu des cas principalement à Hong Kong ainsi qu'à Toronto. Okay. Heureusement, cette épidémie de SRAS en 2002-2003 n'a pas été trop sévère. Alors, le virus ne se transmettait pas si efficacement que ça d'une personne à une autre. Heureusement, parce que c'est un virus qui était beaucoup plus dangereux que le SARS-CoV-2 qu'on vit maintenant. Plus récemment, il y a eu une autre épidémie avec un autre coronavirus qui s'appelle le MERS. Donc, lui, il infecte les chameaux, plus précisément les dromadaires. Et c'est un virus que les chameaux ont acquis à partir des chauves-souris, justement. Et puis, il y a eu de multiples événements de transmission à l'humain. Là encore, c'est un virus qui ne se transmet pas efficacement d'humain à humain, par chance. Alors, c'est une épidémie qui a été, une éclosion plutôt, je dirais, qui a été assez limitée. Donc là, présentement, on est dans une pandémie de COVID-19 qui est causée par SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, le réservoir naturel, à nouveau, ce sont les chauves-souris. Et ça, on le sait parce que, dans le fond, on est capable d'analyser la nature génétique du génome du SARS-CoV-2 et on trouve qu'il est très, très proche du génome de coronavirus qui infecte les chauves-souris. Okay. Et ça, c'est la meilleure preuve possible que ce virus provient des chauves-souris. Ce qui est probable, c'est que ce virus n'aurait pas fait le saut directement depuis la chauve-souris vers l'humain, encore que ce n'est pas totalement impossible, mais il est probable qu'il ait transité par un mammifère et on pense que ça pourrait être le pangolin. Okay. Évidemment, cette hypothèse, elle est basée sur le fait qu'on a trouvé des virus proches de SARS-CoV-2 chez le pangolin, mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on n'a pas encore découvert tous les animaux qui sont infectables par les coronavirus. Alors, je ne serais pas surpris si on trouvait en Chine qu'un autre animal était également infecté, puis peut-être que ce serait cet autre animal qui serait à la source de la pandémie de COVID-19. Okay. Donc, en gros, on n'a sûrement pas encore tous les éléments du puzzle pour COVID-19, mais on sait que c'est causé par un coronavirus qui tire son origine des chauves-souris. Une autre chose que les coronavirus ont en commun, c'est que ce sont des virus respiratoires. Okay. Alors, ce sont des virus donc, qui sont acquis typiquement par inhalation de particules virales qui sont présentes dans l'air sous forme d'aérosol. Okay. Et les animaux se transmettent ce virus entre eux de cette façon également. Et on y reviendra plus tard. OK, alors COVID-19, quels sont les symptômes? Bon, là, il y a beaucoup de choses, je pense, là, sur cette diapo dont vous êtes tous maintenant assez familiers. On sait qu'il y a une
période d'incubation de quelques jours. La période d'incubation, c'est la période pendant laquelle on a été exposé au virus, donc on a été infecté, et qui précède, qui va jusqu'au jour où il y a l'apparition des premiers symptômes. Évidemment, il y a également beaucoup de cas asymptomatiques, ou faiblement symptomatiques, donc pour lesquels la notion d'incubation ne s'applique pas. Mais lorsqu'il y a des symptômes, typiquement, c'est au bout de 5 jours en moyenne. Ça peut être quelques jours de plus ou même de moins. L'apparition des symptômes va avoir certains points communs avec la grippe, tout en ayant des différences importantes. Les symptômes vont varier, vont quand même varier d'une personne à une autre. Il va souvent y avoir de la fièvre, de la toux également, des difficultés à respirer. Alors, ces difficultés à respirer, ça, c'est peut-être la caractéristique principale de COVID-19. On trouve ces difficultés à respirer dans la plupart des cas de COVID-19 où il y a des complications sérieuses. Des douleurs musculaires, de la confusion mentale, donc des symptômes neurologiques, ou par exemple, ce qu'on m'a rapporté souvent, parce que j'ai parlé à beaucoup de malades dernièrement, c'est que les gens ont du mal à trouver leurs mots, ou ils veulent dire un mot particulier, puis c'est un autre mot qui sort de leur bouche, puis ils sont conscients que ce n'est pas le bon mot, mais ils ont du mal à faire fonctionner la communication et d'autres choses. Des maux de tête également chez certaines personnes. Les maux de gorge, ça c'est plus rare. Écoulement nasal, c'est encore plus rare. Puis l'écoulement nasal n'est absolument pas un symptôme caractéristique ou typique de COVID-19. Alors le virus va infecter principalement des cellules qui se trouvent au niveau des poumons. Et ces cellules se trouvent au niveau des alvéoles, où se font les échanges d'oxygène entre les alvéoles des poumons et puis les vaisseaux sanguins qui entourent ces structures. Et l'infection va provoquer une inflammation. Alors, il va y avoir beaucoup de cellules du système immunitaire qui vont arriver sur place pour combattre l'infection. Et l'inflammation va causer des dommages, comme c'est souvent le cas avec les processus inflammatoires. Et les dommages causés par l'inflammation et également par le virus lui-même vont faire en sorte de diminuer la capacité d'échange respiratoire, donc de diminuer la quantité d'oxygène qui se rend dans le sang à partir des poumons. Ce qu'on va voir souvent, c'est que les poumons vont se remplir de liquide. Et il y a plusieurs gravités à ce problème de défaut d'oxygénation et un syndrome qui est associé donc à COVID-19 et qui est particulièrement sérieux, c'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et il y a certains marqueurs qui reflètent ce syndrome, notamment l'activation la présence en quantité élevée de molécules qui sont caractéristiques justement d'une inflammation, et qu'on peut mesurer dans le sang, par exemple. Alors, c'est une maladie qui est complexe. Comme je l'ai dit, les symptômes varient beaucoup d'une personne à une autre. Il y a beaucoup de complications neurologiques, des complications cardiaques, notamment parce qu'il va y avoir des débris cellulaires qui vont circuler dans le sang, des complications gastro-intestinales, puis je devrais mentionner ici que le virus, en plus d'infecter des cellules au niveau des poumons, est capable d'infecter des cellules au niveau du système digestif. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont eu COVID-19 et qui ont eu des problèmes de diarrhée importantes. Mais évidemment, ces problèmes de diarrhée, ce n'est pas vraiment là que se situent les complications là, qui sont les plus dangereuses. Un symptôme dont on n'avait pas conscience
au début. Donc là, ça, c'est les chiffres que je vous ai montrés ici. C'était une des premières études sur les symptômes qui avait été faite par une équipe chinoise. Ils n'avaient pas réalisé à ce moment-ci le symptôme de perte de goût et d'odorat, mais évidemment, on en a beaucoup parlé par la suite. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont expérimenté. Et il y a des complications sous forme de COVID long. Alors, le COVID long, c'est la persistance de symptômes qui découlent de la maladie, même en absence de virus. Donc là, ça, je veux que ce soit très clair pour vous. Vous avez sûrement entendu parler ou même vous connaissez des gens qui ont eu le COVID long, ou peut-être que vous-même êtes concerné par cette situation, mais le virus n'est plus présent. Okay? Mais les dommages que le virus a causés continuent à faire des effets pendant des semaines, voire des mois plus tard. Alors moi, j'ai personnellement parlé à des gens qui ont des problèmes de COVID long depuis une dizaine de mois. Alors c'est difficile de prédire quelle va être la durée au final de ces cas de COVID long. Je crains fort que les personnes qui ont développer des complications sévères de COVID, je crains fort que ces personnes, pendant des années après ça, ils soient plus à risque de développer des problèmes cardiaques ou des problèmes neurologiques que la moyenne des gens. Okay? Ça, évidemment, le temps le dira. Mais l'impression que j'ai, je ne suis pas le seul, c'est qu'on se dirige vers un problème de santé publique qui va être vraiment sur la durée suite à cette pandémie. OK, alors maintenant, concentrons-nous un petit peu sur comment est-ce que le virus s'est transmis exactement. Comme je l'ai dit au début de la présentation, il y a eu beaucoup de confusion à ce sujet et la confusion, elle a fait en sorte qu'il y a eu des consignes qui ont été données au public de la part de la santé publique qui n'était pas clair. Alors, je pense qu'on se souvient tous qu'au début de la pandémie, les masques servaient à rien. Okay? Et par la suite, on nous disait, mettez un masque si vous voulez, mais si ça peut vous rassurer, mettez un masque, mais ça ne vous protégera pas. Okay? On disait, si vous restez à plus de 2 mètres des gens, tout ira bien. Et ces messages-là, qui, j'ai le regret de vous dire, étaient faux, okay? Bien des virologistes vous diront ça. Ces messages-là, ils ont causé des dommages parce qu'ils ont placé des gens à risque. Ça a évolué. Heureusement, maintenant, je pense qu'il y a un alignement entre la santé publique et puis l'état des lieux en termes de connaissance de ce virus qui est plus proche. Les discours se ressemblent un petit peu plus et je vais vous mettre ça très clair dans cette diapo puis les diapos suivantes. Donc, lorsque les gens sont infectés, comment est-ce qu'ils émettent le virus, dans le fond? C'est très simple. Le virus, il est présent dans des petites gouttelettes de salive qu'on produit tous à chaque minute. Okay? Alors, évidemment, on produit beaucoup de gouttelettes de salive lorsqu'on éternue. Okay? Mais on en produit également beaucoup lorsqu'on parle, lorsqu'on chante. Plus la discussion est animée, okay, plus on va produire des gouttelettes, des gouttelettes de salive. Et même lorsqu'on respire sans parler, de la façon la plus calme possible, on va produire des petites gouttelettes de salive. Okay? Et on le sait tous, parce que dans le fond, on a tous l'expérience de sortir dehors en hiver, okay, et de respirer dans le froid. Puis là, il y a un petit nuage de buée qui se forme devant nous. Mais ça, ça correspond aux petites gouttelettes qu'on émet. Alors, ces petites gouttelettes, elles sont de toutes sortes de tailles. Lorsqu'elles sont très petites, on les appelle des aérosols. Okay? Mais
la différence entre aérosol et gouttelette, c'est vraiment une question de taille. Et en plus de ça, la frontière, elle n'est pas absolument claire pour tout le monde. Alors, je ne vais pas dans ces détails, ce n'est pas si important. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on produit des gouttelettes de toutes sortes de tailles. Des plus grosses, qui sont dans le fond les petites gouttelettes de postillon qu'on peut voir à l'œil nu, puis qui vont se descendre au sol immédiatement quand on les produit, jusqu'aux plus petites, qui sont les aérosols et qu'on ne voit pas. Et on produit toute la gamme de gouttelettes entre les deux. Okay. Absolument toutes ces gouttelettes contiennent du virus SARS-CoV-2 quand on est infecté de façon active et qu'on produit du virus. Ça a été clairement démontré dès le départ de l'épidémie. Ces gouttelettes, il y en a une partie qui vont être dans l'air, les aérosols, puis d'autres qui vont se retrouver sur les surfaces autour des gens infectés. Okay. Et puis, évidemment, on a voulu savoir assez vite quelle était la stabilité de ces particules de virus qui étaient comprises dans ces gouttelettes. Alors, quand les gens ont fait l'expérience, ils ont trouvé que les aérosols avaient une durée de vie qui n'était pas très longue. Alors, au bout d'une heure, on a déjà perdu la moitié du virus qui serait présent dans l'air. Okay. Évidemment, ça, c'est une expérience faite en laboratoire, ce n'est pas dans des conditions réelles, il n'y a pas de courant d'air, l'aérosol n'a pas été produit par quelqu'un infecté, mais a été produit par une machine. Bref, il faut prendre ça avec un grain de sel, mais le message, c'est que ça ne dure pas très longtemps. Sur les surfaces, ça peut survivre parfois plus longtemps, surtout lorsque la surface n'est pas absorbante, okay, comme du plastique par exemple, d'accord, ou de l'acier, et puis qu'elle est propre. Donc, basé sur ce genre de résultats initiaux, okay, l'erreur a été de dire qu'il fallait surtout faire attention aux surfaces. D'accord. Alors, je pense qu'on a tous désinfecté des surfaces, beaucoup de surfaces autour de nous depuis le début de la pandémie. Beaucoup d'entre nous ont désinfecté leur épicerie, moi inclus, okay, au début. Et on a un petit peu négligé la présence du virus dans les aérosols, puis on a eu tort. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, le virus dans les aérosols qui est dans l'air ne va pas survivre très très longtemps, mais lorsqu'une personne infectée est présente dans une pièce, cette personne en produit littéralement à chaque respiration. Et donc, il va y avoir une accumulation. D'accord. La concentration va augmenter avec le temps. Et puis, plus la pièce est fermée, plus il y aura de chances d'être infecté si vous êtes présent. Parce qu'évidemment, si les fenêtres ou s'il y a des courants d'air, là, ça va évacuer le virus. Mais s'il n'y a pas de courant d'air, ça ne va pas l'évacuer du tout. Donc, en conséquence de ça, ce qui ressort, ce qui était vrai en réalité, ce qu'on savait dès le début, mais qui continue à ressortir de plus en plus clairement, c'est que ce virus, exactement comme les autres virus respiratoires, exactement comme les autres coronavirus également, ils sont contractés par inhalation, essentiellement par inhalation de particules virales qui sont présentes dans l'air, dans des espaces fermés. Okay. Donc, dans un espace fermé, comme je disais, si quelqu'un est infecté, ben le virus va s'accumuler dans l'air et les autres personnes qui partagent le même espace, qui ne sont pas encore infectées, vont maintenant être à risque très, très élevé d'être infectés. Alors que si vous êtes à l'extérieur, okay, et que, évidemment, et que vous êtes infecté, vous produisez du virus, le virus va se retrouver autour de vous, mais le virus va être rapidement dispersé puis évacué par le vent, par la masse d'air qui est beaucoup plus importante. Okay. Donc, le message, c'est qu'à l'intérieur, on est très à risque, peu importe si les contacts sont rapprochés ou pas. Et ça, c'est la chose qui est peut-être le message qui n'est pas encore assez clair dans l'esprit des gens. D'accord. Évidemment, on sera toujours plus à risque si on est juste devant une personne à moins d'1 mètre, mais à plus de 2 mètres, à l'intérieur, on est quand même à risque. D'accord. Alors qu'à l'extérieur, il y a très peu de risques, sauf si vous êtes vraiment
dans la bulle de quelqu'un, okay, à l'intérieur de 2 mètres. Alors, si vous vous parlez face à face avec quelqu'un à l'extérieur, là, vous serez à risque. Si vous vous promenez dans une rue, dans une petite rue d'un centre-ville qui est pleine de touristes autour de vous, vous serez à risque, d'accord? Mais si vous vous promenez dans les rues résidentielles de Trois-Rivières, franchement, vous n'êtes pas à risque. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on sait de la transmission du virus? Ce qui est démontré de façon certaine, c'est qu'on acquiert le virus par inhalation de gouttelettes et d'aérosols présents dans l'air. Okay? Et quand je dis de façon certaine, c'est qu'il y a tout un tas de cas qui ont été décrits où des gens ont acquis le virus, ont été infectés, alors qu'ils n'étaient pas en contact rapproché avec une personne infectée. Okay? J'ai personnellement parlé à des gens travaillant, j'ai parlé à beaucoup d'infirmières récemment qui ont pu observer des éclosions de COVID-19 en milieu hospitalier, dans des CHSLD, dans des résidences, dans des RPA. Okay? Et on m'a rapporté plus d'une fois des cas de figure où une personne qui, par exemple, qui n'aime pas sortir de sa chambre, qui est toujours dans sa chambre, qui n'a été en contact avec personne d'autre d'infecté et qui pourtant s'est retrouvé infecté. Okay? Aussi, j'ai eu un cas de figure d'un bâtiment où différents étages du bâtiment étaient utilisés par différentes organisations qui utilisaient des entrées différentes, et malgré cela, tout le bâtiment était devenu une zone d'éclosion de COVID-19, okay? Alors qu'il n'y avait aucun employé en commun et pas de contact entre les différents étages, ce qui évidemment indique que le virus a circulé par les voies d'aération. D'accord? Donc, tout ça, c'est compatible avec de la transmission par les aérosols, plutôt que par des contacts rapprochés. Okay? Donc, à ce stade, on peut dire clairement, c'est inhalation d'aérosols qui est le mode vraiment démontré et fort probablement le mode très majoritaire de transmission. Comment on se protège de ce type de transmission? Les masques. Le masque qui fonctionne le mieux, c'est le masque N95. Et rendu à ce stade, on devrait vraiment utiliser davantage les masques N95, en particulier lorsqu'on est dans des endroits où il y a des risques forts d'éclosion ou bien s'il y a des éclosions en cours. Okay? Malheureusement, on ne les utilise pas encore assez. On utilise des masques chirurgicaux qui sont efficaces également, mais quand même nettement moins que les masques N95. Et les masques en tissu qui sont donc les masques faits maison, okay, qui sont moins efficaces que les autres types de masques et qu'on utilise de moins en moins maintenant. D'ailleurs, dans mon université, ils sont interdits à partir de la semaine prochaine. Notre mécanisme de transmission probable mais non démontré, ce serait de toucher une surface contaminée. Vous vous souvenez, je vous ai dit, quand les gens sont infectés, les gouttelettes qu'ils vont produire, les plus grosses, vont rapidement aller s'écraser sur des surfaces. Okay? C'est évidemment comme si quelqu'un d'autre touche cette surface, a du virus sur sa main et puis après porte la main à son nez comme ça, et bien évidemment, ça va faire en sorte qu'il va y avoir des particules virales présentes au niveau de l'orifice nasal. Puis quand cette personne va respirer par la suite, ces petites particules, cette personne va inhaler les particules virales qu'il a posées lui-même sur son nez. Okay? Donc ça, c'est un mode de transmission qui est logique, qui probablement existe, qu'on n'a pas démontré, parce que vous comprenez que ce n'est pas quelque chose qui est facile à démontrer. Comment est-ce qu'on se protège de ça? C'est avant tout le lavage des mains, puis la désinfection des mains. Okay? Alors, les conseils qu'on a depuis le début de se laver les mains et d'utiliser des gels hydroalcooliques, ce sont des bons conseils, puis on devrait continuer de faire ça. Je rajouterais que l'utilisation du masque protège également. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a un masque, on peut moins facilement se taponner le visage avec nos mains qui ne seraient peut-être pas toujours très propres. Okay? Et le lavage des surfaces, mais là, les lavages des surfaces, faut raison garder. Là, moi, je dirais que c'est quelque chose qu'on doit faire si par exemple, en milieu de travail, si un employé découvre qu'il est infecté et qu'il part en congé, ça aurait du sens de désinfecter les surfaces de travail que cet employé a utilisées. Okay, son bureau, les outils, etc. Mais je vous dirais qu'il y a
j'ai vu bien d'autres situations où les gens désinfectaient des murs, des choses comme ça, où je ne voyais pas vraiment l'intérêt de faire ça. Parfois, il faut garder ses énergies pour faire des choses qui sont efficaces de façon démontrable. Ensuite, un mode de transmission qui est possible, mais qui là encore n'est pas démontré, ce serait un mode de transmission qui requiert d'être proche d'une personne. Et là encore une fois, la personne infectée émet des gouttelettes, mais là on parle des gouttelettes qui ne sont pas inhalées sous forme d'aérosol, mais qui peuvent se déposer, par exemple, sur la bouche, sur les lèvres ou sur l'extérieur du nez ou sur les yeux, et le virus, dans le fond, pénétrerait de cette façon, sans qu'il y ait besoin d'inhalation. Okay? Ça, c'était le mode de transmission qui était considéré comme le plus probable par la santé publique au début. Mais encore une fois, c'est basé sur rien. C'est quelque chose qui est très difficile à démontrer et qui en réalité n'a jamais été vraiment démontré dans des conditions réelles. Comment est-ce qu'on se protège de ça? Là encore, c'est le masque, puisque le masque va protéger le nez et la bouche, va empêcher que des gouttelettes se déposent. Et puis la visière qui va arrêter également ces gouttes et qui va également protéger les yeux. OK, donc là, on a fini pour cette partie. Je vois que je parle un petit peu plus que ce que j'avais prévu, mais je vous promets que je vais essayer quand même de ne pas être trop long. Alors, le point sur les vaccins. Il y a des dizaines de candidats vaccins qui sont en développement et qui ont commencé à développer très tôt dans la pandémie. On a eu la chance, dans le fond, de bénéficier de tout un tas d'avancées technologiques qui ont permis de commencer ce développement assez tôt. On a également bénéficié du fait qu'il y a un modèle animal d'infection qui avait été mis au point très, très tôt, ce qui a permis de faire rapidement des tests chez les animaux avant même de commencer à les faire chez les humains. Alors, à partir du mois d'environ d'avril, des vaccins ont pu commencer à être testés chez l'humain. Okay? Et il y a eu évidemment une course entre ces différents projets pour avancer, des essais cliniques de grande envergure qui ont été commencés à partir du début de l'été. Et au final, on a 4 types de vaccins qui sont soit déjà autorisés, soit qui vont l'être bientôt. Alors, c'est parmi les vaccins qui sont autorisés dans au moins un pays dans le monde, celui qu'on connaît le plus, ce sont les vaccins basés sur de l'ARN, okay, où on a des petites particules lipidiques qu'on appelle maintenant, on leur a trouvé un nom fancy, on les appelle les nanoparticules lipidiques. Okay. Avant, on les aurait appelés des liposomes, tout simplement. Et ces liposomes contiennent un ARN qui porte le matériel génétique pour exprimer une protéine du virus. D'accord? J'en parlerai un petit peu plus dans la diapo suivante. Donc ça, ce sont les vaccins de Moderna et de Pfizer qui sont à peu près identiques et qui sont ceux qui ont avancé le plus rapidement. On a également des vaccins qui vont être autorisés très bientôt au Canada. Peut-être qu'il y en a un qui a été autorisé hier ou aujourd'hui. Là, j'ai malheureusement pas toujours le temps de suivre l'actualité. Et ce sont des vaccins qui sont des vecteurs adénoviraux. Et ces vaccins donc, sont constitués de particules qui sont des particules d'adénovirus qui sont modifiées de façon, là encore, à exprimer le gène d'une des protéines du virus. Et puis, on a des vaccins qui sont des vaccins plus classiques, mais qui n'ont pas été les premiers à être prêts. Ça, c'est intéressant. Des vaccins qui sont des vaccins inactivés. Alors ça, c'est pas très compliqué à faire. Il faut simplement être capable de produire des grosses quantités de virus. Donc, il faut qu'on ait des systèmes pour faire propager ces virus. Okay? Et une fois qu'on a produit des grosses quantités de virus, on va inactiver ce virus chimiquement, okay, pour le tuer. Et puis, finalement, on a un 4e type de vaccin qui sont les vaccins constitués de protéines purifiées. Et là, on parle d'une seule protéine du virus.
Au moment où j'ai assemblé cette présentation, il y a quelques jours, on avait un seul type de vaccin autorisé au Canada, c'était les vaccins ARN. Tous ces vaccins ont un seul objectif, et l'objectif, c'est le même pour tous, c'est d'en arriver à la production d'anticorps par le corps humain. D'accord? Et ces anticorps, certains d'entre eux vont avoir une activité qui est l'activité qu'on recherche, c'est une activité d'anticorps neutralisant. Donc, un anticorps neutralisant, qu'est-ce que ça fait? Ça va être capable d'aller se fixer aux protéines qui sont à l'extérieur du virus, qu'on appelle les protéines S, d'accord? Et ce faisant, ça va empêcher ce virus de pénétrer dans des cellules humaines. Et donc, la protection, elle vient essentiellement de là. Comment est-ce qu'on pousse le corps humain à produire des anticorps contre la protéine S? C'est simple, on fait en sorte que la protéine S se retrouve dans le corps humain de façon à ce qu'il y ait une réponse immune contre cette protéine. Pour ça, une des solutions, c'est d'amener cette protéine S purifiée. Donc ça, ce sont les vaccins qui sont des vaccins de protéines purifiées. Une autre solution, c'est d'amener dans le corps humain l'ARN qui porte le code génétique pour cette protéine. Alors, la protéine va être exprimée dans nos cellules. Okay? Nos cellules donc, vont faire une bonne partie du travail. Et puis, une fois qu'on aura exprimé cette protéine, notre système immunitaire va dire « Hey, attends une minute, cette protéine, on ne la connaît pas, c'est une protéine étrangère, on va faire des anticorps contre cette protéine. » Et on aura donc atteint notre objectif. Les vaccins adénoviraux ont exactement le même mécanisme d'action, sauf que là, on a de l'ADN qui est dans des particules de vecteur adénoviral. Le rôle du vecteur adénoviral, ça va être de pénétrer dans la cellule pour délivrer cet ADN. Puis à partir de cet ADN, on va avoir là encore une fois, synthèse par nos cellules de la protéine S du virus, et ce qui va aboutir à ce qu'il y ait des anticorps qui soient formés contre ce virus. D'accord? Et enfin, le dernier type de vaccin qui nous concerne un petit peu moins parce qu'on n'est vraiment pas proche d'avoir un tel vaccin approuvé au Canada, mais il y a déjà des vaccins de ce type qui ont été approuvés en Chine. Okay? Donc, il pourrait y en avoir un à notre disposition un jour. Ce sont donc les vaccins inactivés. Alors, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on cultive le virus sur des cellules qui sont capables d'accepter ce virus et puis de permettre cette propagation du virus. Pour ça, on n'utilise pas les cellules humaines, on utilise des cellules d'un singe, qui est un singe africain. Ces cellules-là s'appellent les cellules Vero. Et lorsqu'on a obtenu beaucoup de virus, eh bien, on va faire un traitement chimique pour le tuer avec le bêta-propiolactone. Le bêta-propiolactone va en fait pénétrer à l'intérieur du virus pour aller tuer l'ARN du virus, le génome du virus. Okay? Mais les protéines ne sont pas touchées par le bêta-propiolactone, donc la protéine S est encore présente et donc elle va conduire à la production d'anticorps. Okay? Alors, où est-ce qu'on en est avec tous ces vaccins? Présentement, on a quand même plusieurs vaccins qui sont autorisés. Comme je l'ai dit, seulement 2 au Canada, qui sont les 2 vaccins ARN de Pfizer et Moderna. Le vaccin de AstraZeneca s'en vient très bientôt au Canada. Il est déjà approuvé en Europe et au Royaume-Uni. D'accord? Donc ça, c'est le vaccin basé sur un vecteur adénoviral. Il y a d'autres vaccins également basés sur le vecteur adénoviral. Ça, c'est un vaccin russe qui est approuvé plutôt en Russie, dans d'autres pays. Je ne pense pas qu'il y ait de plan pour l'apporter au Canada. Des vaccins inactivés chinois, un vecteur adénoviral qui vient de Chine également, une protéine purifiée qui est dans un vaccin chinois qui est vraiment dans une phase plus précoce de son développement et qui pour l'instant est approuvé seulement en Russie. Et puis un autre vaccin virus inactivé en provenance d'Inde. Depuis quelques jours, on parle beaucoup d'un autre vaccin qui fonctionne également en utilisant des protéines purifiées, qui est un vaccin développé aux États-Unis. Et la compagnie en question a demandé l'autorisation pour amener ce vaccin au Canada. Alors, on aura peut-être après les vaccins ARN et les vaccins adénoviraux, on aura peut-être un 3e type de vaccin de type protéines purifiées qui va venir au Canada bientôt. OK, donc comme vous le savez,
il y a donc, j'ai parlé du vaccin d'AstraZeneca qui s'en vient bientôt. Il y en a aussi un autre qui est développé par Johnson Johnson, qui n'est encore approuvé nulle part, mais là aussi, cette compagnie a fait la demande pour être approuvée au Canada. Okay. Ces vaccins-là ont des gros avantages par rapport aux vaccins à ARN de Pfizer et Moderna qui sont déjà à notre disposition. Premièrement, ils peuvent être déshydratés et conservés à 4 degrés. Et ça, au niveau de l'organisation des campagnes de vaccination, c'est vraiment un gros avantage. Okay? Puisque Pfizer, comme vous le savez, celui-là doit être conservé à moins 80 degrés, Moderna à moins 20 degrés, mais en tout cas, c'est beaucoup de complications quand on doit toujours avoir des congélateurs à disposition. Okay? Ça ne facilite pas non plus les campagnes de vaccination dans des régions plus éloignées. Alors, les vaccins adénoviraux vont vraiment apporter des solutions à ce problème-là. Donc, les vaccins vont encore une fois être administrés avec 2 doses. Okay? Johnson Johnson, ils ont essayé avec une seule dose, mais ça marchait moyennement, okay? Seulement 66% d'efficacité. Alors maintenant, ça va être 2 doses pour là aussi. Un autre avantage, c'est qu'ils sont moins chers, 4 à 10 $ par dose, comparé à 20 à 35 $ pour les vaccins à ARN. Parlons maintenant des effets secondaires. Ça, c'est une discussion qui a mené à beaucoup de débats pendant les mois je dirais, de novembre et décembre, okay, quand ces vaccins ont commencé à être utilisés. Il y avait beaucoup de peur par rapport à ces vaccins. Ça s'est atténué maintenant parce que, évidemment, maintenant qu'il y a des millions de gens qui ont reçu ces vaccins, la population voit bien que ces vaccins ne sont pas plus dangereux que les vaccins qui existent déjà. Ils sont peut-être même moins dangereux. Et donc, il y a peut-être moins d'interrogations, mais je vais quand même adresser cette question un petit peu. Alors, oui, il y a des effets secondaires avec ces vaccins, comme avec tous les vaccins. Il y en a qui sont plus fréquents et il y en a qui sont plus rares. Alors, les plus fréquents, ils sont vraiment ce qu'on retrouve d'une façon générale. On a des effets secondaires qui sont localisés. Alors ça, c'est ce qui se passe à l'endroit où on reçoit cette injection. Alors ça peut amener de la douleur et la majorité des gens rapportent ça. Il peut y avoir un gonflement et il peut y avoir de la rougeur. Tout ça, c'est très bon signe. Okay? Si vous avez ces symptômes-là, ça veut dire que votre vaccin fonctionne. Okay? Moi, j'aime bien mieux avoir quand je vais enfin recevoir ce vaccin, j'espère l'avoir un jour, j'aimerais bien mieux avoir ces symptômes-là que de ne rien avoir du tout, parce que ça me dit que mon système immunitaire a effectivement détecté qu'il y avait un corps étranger qui venait d'arriver et puis qu'il fallait avoir une réponse immune contre cette protéine étrangère. Okay? Et il y a des effets secondaires fréquents qui sont ce qu'on appelle systémiques, dans le fond, qui sont liés, là encore, à l'inflammation, mais qui sont des effets qui se font ressentir dans le corps d'une façon générale, ou en tout cas pas au site d'injection. Alors, on a des maux de tête chez une partie des gens, des douleurs musculaires, de la fatigue, des douleurs articulaires, plus rarement de la fièvre, parfois de la nausée, parfois des frissons. Tous ces effets secondaires sont toujours plus présents à la seconde injection, donc l'injection de la deuxième dose de vaccin par rapport à la première. Là encore, c'est normal parce que quand on va recevoir la deuxième dose de vaccin, eh bien notre système immunitaire se souvient de la première dose et il y a déjà une réponse immune qui s'est construite et le système immunitaire va faire son travail d'avoir une réponse plus forte en cas de deuxième exposition. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet mémoire de notre système immunitaire. Et donc, ce sera plus fort à la seconde injection, c'est tout à fait normal.
Ces effets secondaires dont j'ai dit que c'était fréquent, ils sont beaucoup moins fréquents chez les plus de 55 ans. Alors, plus on avance en âge, plus ça diminue. Ça, c'est parce que on doit malheureusement dire que la réponse immune fonctionne moins au fur et à mesure qu'on avance en âge. Cet effet mémoire que j'évoquais fonctionne moins également. Et donc, il y a moins de réponses au vaccin. Mais évidemment, il y a quand même un certain effet protecteur, là, moins grand que chez les gens qui reçoivent le vaccin qui sont plus jeunes, mais il est quand même réel. Ensuite, ce qui a beaucoup inquiété les gens, ce sont les effets secondaires qui sont plus rares. Ça a commencé par l'observation que 2 personnes qui avaient reçu le vaccin en Angleterre avaient fait des réactions allergiques. Et il y a eu un petit peu de… Et à ce moment-là, je pense que les campagnes de vaccination venaient de commencer, ou peut-être même n'avaient pas commencé. Et donc, ça a créé un petit peu de panique. Mais finalement, en regardant ça de plus près et de façon plus systématique, on en vient à des conclusions qui sont rassurantes. Ces réactions allergiques, elles ont eu lieu, mais elles sont rares. Elles ont concerné 0,001% des gens vaccinés. D'accord. Et on le sait notamment suite à cette étude qui a concerné 2 millions de cas de personnes vaccinées. Et sur ces 2 millions, on a trouvé seulement 20 cas où des gens avaient fait des réactions allergiques sérieuses. Quand je parle de réactions allergiques sérieuses, c'est-à-dire une réaction allergique qui nécessite une intervention. Aucun décès ne s'est produit, ça c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux là-dessus. Absolument aucun décès ne s'est produit, puis j'ai vérifié ça encore il y a quelques jours. Les réactions allergiques, elles sont dues au fait que les gens font une allergie à quelque chose qui est dans le vaccin. On n'a pas encore de certitude sur quel est cet allergène. Le plus probable, c'est que ce serait le polyéthylène glycol. Ça, c'est quelque chose, une molécule qui se trouve à l'extérieur des nanoparticules lipidiques et qui permet de les stabiliser. D'accord ? Ce qui est certain aussi, c'est que la grosse majorité des gens qui ont fait une réaction allergique avaient un historique de réaction allergique sévère contre d'autres allergènes. D'accord ? Alors, j'ai un petit peu plus d'informations là-dessus, je pourrais y revenir si vous voulez. Les campagnes de vaccination ont commencé. Alors, ça, c'était la situation à l'automne. À l'automne, le Canada a précommandé beaucoup de doses. En réalité, on a précommandé environ 8 à 9 doses par habitant, par Canadien. Ça veut dire qu'on a passé des contrats avec les différentes compagnies, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, puis peut-être d'autres. Et ces contrats disaient qu'on s'engageait à payer tel montant d'argent pour tel nombre de doses si votre vaccin est approuvé, etc. Donc, la situation paraissait vraiment bonne pour le Canada à l'automne en termes de campagne de vaccination. La situation est beaucoup moins bonne pour d'autres pays qui n'ont pas les moyens de dépenser des millions, des dizaines de millions de dollars pour l'achat de beaucoup de doses vaccinales. Et pour ça, je les mentionne entre parenthèses, il y a une organisation qui a été créée qui s'appelle COVAX, qui est pilotée par l'OMS, en même temps que 2 autres organisations là, qui sont impliquées dans les campagnes de vaccination. Puis COVAX va aider les pays émergents, les pays en développement à mettre en place leur campagne de vaccination. Puis les vaccins qui vont alimenter COVAX, dans le fond, ça va être les vaccins qui vont être en trop des pays qui eux ont acheté leur vaccin. Donc le Canada, comme je l'ai dit, va avoir beaucoup de doses de vaccins en trop, ultimement, pas maintenant, mais ultimement, et ces doses-là seront données à d'autres pays. Mais évidemment, ça veut dire que dans ces autres pays, les campagnes seront retardées. Qu'en est-il de la distribution des vaccins? Alors, c'est là qu'on va retomber les pieds sur terre, puis qu'on va voir que c'est un petit peu décevant. En termes de nombre total de doses qui ont été administrées, il y a 2 pays qui ressortent clairement. Ce sont les 2 superpuissances mondiales, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine. D'accord?
Et donc, dans ces pays, beaucoup plus de gens ont reçu le vaccin que dans d'autres pays. Et ce que ça nous dit, c'est que d'être un pays dans lequel les vaccins sont développés et sont fabriqués, ça confère toujours un avantage. Okay? Et ça devrait être une leçon pour le Canada. Si on regarde le pourcentage de la population qui a été vaccinée, il y a des énormes différences. Alors, tout en haut, vous avez Israël, où, à l'heure où je vous parle, il y a probablement environ 40% de la population israélienne qui a déjà été vaccinée. D'accord? En dessous, les Émirats arabes unis, un petit peu plus bas, le Royaume-Uni, où le système de santé a fait un excellent travail de distribuer les vaccins, les États-Unis, et ensuite un peloton de pays européens, et nous, on est mêlés à ces pays. Donc là, présentement, je n'ai pas les chiffres pour aujourd'hui, mais je m'attendrais à ce que le Canada soit environ 4% de notre population qui a déjà été vaccinée. Donc, il nous reste encore beaucoup de travail pour en arriver à un pourcentage qui serait acceptable. Okay? Et la situation est encore pire, j'ai le regret de vous dire, si on regarde le nombre de doses distribuées par jour. Okay? Donc là, on ne parle pas du pourcentage de gens qui ont déjà été infectés, on parle de doses par jour présentement. Donc quand je dis présentement, plus précisément, c'était au 29 janvier, donc il y a quelques jours. Et au 29 janvier, 2% de la population israélienne était vaccinée à chaque jour. Okay? Ça, c'est une moyenne sur une semaine. Dans le fond, c'est la moyenne entre le 29 janvier et puis le 22 janvier ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc, on comprend pourquoi ils ont déjà 40% de leur population qui est vaccinée, puisqu'ils s'arrangent pour en vacciner 2% à chaque jour. Alors, vous comprenez que ça avance bien. Okay? Le Canada, là, on se retrouve ici. On est à 0,07% de notre population qu'on vaccine à chaque jour. D'accord, pour cette semaine-là. Donc, dans le fond, c'est la semaine passée. Ça, c'est vraiment décevant. On est derrière des pays qui, pourtant, sont des pays qui sont beaucoup moins puissants que nous économiquement. On est derrière la Turquie, on est derrière la Pologne, on est derrière la Roumanie. Alors, quelle est l'explication de ce retard? Je n'ai pas de réponse. On en parlait un petit peu avant le cours pour ceux qui étaient là. Je ne sais pas s'il y a un problème commercial, est-ce que c'est un problème diplomatique, est-ce que c'est notre Premier ministre fédéral qui n'a pas tapé du poing sur la table assez fort avec les pays producteurs avec qui on avait pourtant passé des contrats? Je n'ai pas la réponse. Mais le fait est que c'est une situation décevante. Alors, on en a beaucoup parlé dans la presse, vous en avez entendu parler. Et puis, je vais réitérer la leçon qu'on doit en tirer, c'est que le Canada doit devenir un pays capable de développer lui-même ses vaccins et puis de les fabriquer de façon indépendante d'autres pays. Okay? Alors, au Canada, on est un pays riche, on est parmi les pays les plus riches de la planète, mais si on n'utilise pas cette richesse pour acquérir cette indépendance, ben, vous voyez qu'on finit quand même par le payer lorsqu'il y a une pandémie comme celle qu'on traverse en ce moment. Donc, je vais parler un petit peu des variants, donc qui sont ces fameux mutants. Bon, là, je vois que le temps a passé, alors je vais accélérer un petit peu. Les variants, c'est quelque chose qui est normal en virologie. Tous les virus évoluent rapidement et ils ont tendance à évoluer encore plus lorsque ils font le saut vers une nouvelle espèce, d'accord? Et SARS-CoV-2, c'est un nouveau virus pour l'espèce humaine et donc, évidemment, il va chercher à s'adapter à nous. Et pour ça, il va muter. Ces mutations, elles vont viser à ce que ce virus se propage plus rapidement dans nos cellules, se transmette plus efficacement d'une personne à une autre. On voit ça tout le temps lorsqu'un virus émerge dans une espèce animale. La bonne nouvelle, c'est que le plus souvent, c'est accompagné d'une diminution de la pathogénicité, c'est-à-dire que ce virus se propage plus vite, mais rend moins malade. Malheureusement, on ne voit pas tellement ça avec SARS-CoV-2. On ne voit pas une aggravation, mais on ne voit pas non plus de diminution. Donc, parmi les mutations qu'on a vues, il y en a une qui s'est imposée tout au long de l'année 2020, qui est une mutation qu'on appelle 614G, qui est apparue dans la protéine S.
Et vous voyez qu'au début, les souches de SARS-CoV-2 avaient tous un D en position 614 de S, et puis quelques mois plus tard, tous les virus avaient un G. Donc ça vous montre à quel point un virus peut évoluer rapidement, puis à quel point une nouvelle souche peut s'imposer, une nouvelle souche mutante peut s'imposer rapidement. Ensuite de ça, il y a un variant anglais qui existe, qui s'appelle le B117. Dans ce variant, il y a 17 mutations. Alors, je ne vais pas les passer en revue, ce n'est pas un cours de biologie moléculaire très avancé, d'accord? La majorité des mutations, elles sont dans la protéine S, okay? Donc on a toujours cette même protéine S. Et puis, une des mutations qu'on a mieux caractérisée, c'est la mutation N501Y dans la protéine S. Et on sait qu'elle permet de faciliter l'entrée du virus. La mutation précédente, en position 614, permettait également d'augmenter l'entrée du virus. Donc, ce mutant anglais, il est présent présentement au Canada, aux États-Unis, il est très présent en Europe, et puis il va continuer de se répandre. Mais ce mutant-là ne va pas être problématique, comme vous le verrez, par rapport au vaccin. Le problème que ça cause, c'est que ce mutant, il n'est pas plus dangereux pour les gens qui sont infectés, mais comme il se répand plus vite, le risque, c'est qu'il y ait davantage de personnes infectées. Okay? Et donc, on risque à nouveau d'avoir un problème d'engorgement d'hôpital, qui est quelque chose dont quelque chose, on est passé pas loin d'avoir un engorgement déjà dans le passé. Heureusement, ça n'a jamais été tout à fait le cas, mais c'est un risque qu'on court présentement. Mais on ne pourra probablement pas empêcher ça. Un autre variant qui existe présentement, c'est le variant qu'on appelle sud-africain, okay, dont le nom exact est B1351. Lui, il a d'autres mutations, incluant plusieurs mutations à nouveau dans la protéine S, et puis incluant également la même mutation N501Y qu'on trouve également dans le variant anglais. Okay? Donc, ce variant-là, c'est un petit peu la même histoire. On n'a pas de preuve qu'il serait plus pathogénique, mais il se propage plus rapidement, il se divise plus rapidement dans nos cellules. Pour l'instant, ce variant est très présent dans le sud de l'Afrique, également en Europe. Je crois pas encore au Canada, mais je pense que c'est juste une question de temps avant qu'on commence à avoir des cas au Canada. Alors, évidemment, les personnes qui développent des vaccins ont voulu très vite déterminer si le vaccin va protéger contre ces variants. Okay? Alors, je ne vais pas vous expliquer en détail comment on fait ces expériences-là, mais je peux vous donner le message, c'est que pour ce qui est du variant anglais, lui ne pose pas de difficulté. Lorsque les gens reçoivent le vaccin, par exemple ici c'est le vaccin Moderna, les anticorps qu'ils produisent sont capables de neutraliser le variant anglais aussi efficacement qu'ils sont capables de neutraliser les souches ordinaires qui existent déjà présentement. Okay? La situation n'est pas aussi claire pour le variant sud-africain. Les anticorps produits par les gens qui ont reçu le vaccin Moderna sont moins efficaces pour ce qui est de neutraliser cette souche sud-africaine par rapport aux souches ordinaires. Pour autant, ce n'est pas zéro non plus. Donc, les gens ont quand même des anticorps neutralisants. Ils en ont juste moins. Alors, c'est difficile de prédire exactement ce que ça va donner en termes de niveau de protection chez les gens. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces vaccins à ARN, les lots de vaccins, ils sont produits très rapidement. Et donc, Moderna et Pfizer, ils ont tous les deux annoncé que ça ne leur prendrait que quelques semaines pour changer leur façon de faire un vaccin et faire un vaccin qui a maintenant intégré les mutations. D'accord? Et en réalité, c'est exactement ce qu'a prévu de faire Moderna. Ils ont prévu de faire des lots de vaccins qui contiennent une partie des mutations du variant sud-africain. Et ils ont prévu que la première dose serait faite avec le vaccin qu'ils ont déjà, et la deuxième dose serait administrée et contiendrait les mutations du variant sud-africain, de façon à s'assurer qu'on ait un bon niveau de neutralisation de toutes les souches mutantes qui existent. Okay? Donc, en résumé, les souches mutantes, un risque d'engorgement des hôpitaux qui est réel. On va voir ce que ça va donner. Là, pour l'instant, les cas diminuent présentement, alors on va voir.
Mais par contre, ça ne posera pas tant de problèmes que ça au niveau des vaccins. Okay. Donc, pour finir, je ne ferai pas mon devoir si je ne vous disais pas que si vous avez envie de contribuer à la recherche sur COVID-19 à l'UQTR, vous pouvez certainement contacter la fondation de l'UQTR. Okay. J'ai indiqué ici leur site web, leur adresse Internet, le nom de la personne qui pourrait vous aider. Quand vous donnez de l'argent à la fondation du QTR, même que dans d'autres universités, vous pouvez choisir, vous pouvez dire à la fondation, écoutez, moi je vais vous donner de l'argent, faites ce que vous voulez avec, mais vous avez aussi tout à fait la possibilité de dire, moi je voudrais vous donner de l'argent, mais ça peut être sur tel type de recherche. Okay? Ça peut être sur la recherche en éducation, ça peut être sur la recherche sur le cancer, ça peut être sur la recherche sur COVID-19. Okay? Présentement à l'UQTR, il y a plus d'une dizaine de professeurs qui travaillent sur COVID-19. Je ne serais pas surpris qu'il y en ait proche d'une vingtaine. Donc, ce n'est pas à mon avantage seulement que je vous dis ça, c'est vraiment pour la recherche sur COVID-19 à l'UQTR dans son ensemble. Okay. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je regrette d'avoir été un petit peu plus long que ce que j'aurais voulu. Puis, on va maintenant passer à la période de questions. Alors, je vais sortir de la présentation pour qu'on puisse se voir un petit peu mieux. Et je vais, dans le fond, je vais commencer à prendre certaines questions peut-être de vous, et puis j'alternerai un petit peu avec les questions que j'ai reçues par avance. J'ai un document Excel sur mon autre ordinateur. Des excellentes questions d'ailleurs que j'ai reçues. Ça me fera plaisir d'essayer d'y répondre. Il y en a qui vont être trop pointues auxquelles je ne pourrai pas répondre, mais je pourrai répondre à une bonne partie. Alors, quelqu'un me demande si vous aurez accès aux notes du cours. Oui, je peux tout à fait faire un PDF de la présentation que je vous ai faite et puis transmettre ça à l'UTA qui vous le fera suivre par après. Alors, je vous invite maintenant à ouvrir vos micros pour ceux qui le veulent et puis à poser vos questions. M. Berthaud? Oui. Là, ce que j'ai retenu de ça, c'est que sur les surfaces, etc., à un moment donné, on parlait de période de jour. Mais là, vous simplifiez ça en termes d'heures. Non, parce que j'ai parlé d'heures pour les aérosols dans l'air. OK. Okay. Pour le virus qui est présent sur les surfaces, effectivement, on peut encore trouver du virus vivant après quelques jours. Okay. Ça, c'est le cas. Par contre, vous comprenez bien que ça n'empêche pas que la quantité de virus vivant qu'on est capable de récupérer, elle va diminuer. Elle va diminuer à chaque heure. Okay. Et alors, quand bien même on trouve encore du virus après quelques jours, est-ce que ça veut dire que ce virus serait infectieux? Est-ce que ça veut dire que ce virus serait capable d'aboutir à l'infection d'un humain qui viendra au contact avec cette surface? On n'a pas la réponse, honnêtement. Il y a beaucoup de réponses sur la transmission du virus pour lesquelles on n'a pas ça. C'est dans les conditions réelles, on ne sait pas exactement. OK. Ma dernière question, c'est que selon vous, les vaccins sont là pour rester? Sur la COVID, les vaccins COVID sont là pour rester? Pour rester dans le sens, est-ce que vous voulez dire que ça va être un vaccin qu'on va ensuite donner, qu'on va conseiller aux gens, à tout le monde de prendre dans le futur? Oui, c'est ça. C'est dur, c'est difficile à dire. Ça va dépendre de beaucoup de choses, ok? Je m'attends pas à ce qu'on soit capable d'arrêter la pandémie complètement avec le vaccin. Parce que même si on va être capable de vacciner probablement plus que 90% des Canadiens, ultimement, là, ça va peut-être prendre 1 an, hein, mais on finira par y arriver, puis ce sera le cas dans d'autres pays. Il y a quand même une bonne partie de la planète où on n'aura jamais autant d'efficacité des campagnes de vaccination. Alors, il faut s'attendre à ce que le virus continue à circuler à la surface de cette planète. D'accord ?
Par contre, ce qui pourrait se passer, c'est que le virus devienne de moins en moins pathogénique, d'accord, et que ça ressemble de plus en plus à un virus ordinaire. Et donc, c'est pas très clair de savoir si dans 10 ans, les gens continueront à se faire administrer le vaccin contre SARS-CoV-2. J'ai pas de prédiction assurée là à vous donner là-dessus. Ça va dépendre, c'est ça. Ça va dépendre essentiellement du. Ah, ça fait plaisir. Je vais y aller, Monsieur Baudry. Oui, dans d'autres pandémies, on a eu une immunité éventuellement collective. Est-ce qu'elle est toujours été à la base de vaccins ou est-ce que c'est devenu, les gens ont développé ou la population a développé ces anticorps de façon naturelle? Comment ça peut s'améliorer de soi-même, là, tu sais? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'une campagne de vaccination qui fonctionne avec un vaccin qui fonctionne bien peut amener à une immunité de groupe. C'est-à-dire que si on a un certain pourcentage de personnes qui sont vaccinées, souvent on doit avoir un minimum de 85 ou 90%, quelque chose comme ça. Eh bien, même les gens qui ne sont pas vaccinés vont être protégés parce que le virus va arrêter de circuler. Okay? Alors, avec les vaccins, on est capable d'atteindre ça. En l'absence de vaccins, c'est une bonne question. J'imagine bien que ce serait possible, effectivement. La grippe espagnole, on n'avait pas de vaccin ou on en avait? La grippe est un bon exemple, dans le sens que quand il y a des épidémies de grippe, il y a tellement de gens qui sont affectés que souvent il y a une immunité naturelle. Puis l'année suivante, on a un autre type de virus de la grippe qui se propage parce que contre lequel il n'y a pas d'immunité. Donc oui, j'imagine que ça pourrait être atteint naturellement également, même sans vaccin pour le coronavirus, mais ça prendrait quand même beaucoup plus de temps, il me semble. D'accord. Monsieur, je pense que c'est Marceau. Jean, je ne vois pas bien votre nom là, mais. OK, j'ouvre mon micro. Oui, M. Marcorel. Marcorel, c'est ça. Vous avez dit tout à l'heure que l'écoulement nasal compterait pour 4% de symptômes. Oui. Mais là, c'est d'autres choses peut-être qui se passent actuellement, c'est ce qu'on entend, à l'effet qu'il n'y a pas de grippe dans le moment. Mais l'écoulement nasal, c'est une des caractéristiques, c'est une des caractéristiques de la grippe. Oui, ben dans le fond, c'est ça, j'ai bien insisté sur le fait que c'était vraiment pas un symptôme caractéristique de COVID-19, l'écoulement nasal, puis justement parce que c'est assez rare, là, même chez les patients COVID-19, c'est assez rare d'en voir, et donc c'est important de ne pas s'inquiéter quand une personne a des symptômes de rhume ordinaires. Les symptômes de rhume, on sent un peu le nez pris, le nez qui coule un petit peu. Ça, c'est vraiment pas inquiétant. Puis ça a été un problème, notamment dans les écoles. Moi-même, j'ai des enfants, j'ai des jeunes enfants là, qui vont à l'école. Puis au moindre petit symptôme de rhume, les enfants étaient interdits d'aller à l'école. Mais parfois, il y a des enfants ou des adultes qui sont infectés, ça se voit que c'est un rhume. Là, les symptômes sont quand même pas mal différents de ce que c'est pour COVID-19. COVID-19, c'est vraiment une infection du système respiratoire qu'on appelle bas, c'est-à-dire vraiment là les poumons. Là. Les symptômes sont quand même différents du rhume. Ben, excusez, mais un complémentaire, là, oui. À moins que je fasse erreur, mais la santé publique actuellement, en tout cas, recommande que quand il y a l'écoulement nasal, ben, ça serait mieux d'aller se faire tester. Oui, puis j'ai pas de problème avec ça. Ah, OK. J'ai pas de problème avec ça, OK. Puis les gens seront testés. Puis quand c'est un simple écoulement nasal, le plus souvent, ça va être négatif. Mais écoutez, si on peut attraper quelques cas positifs de cette façon, j'ai pas de problème avec ça. Ce que je veux dire, c'est que
c'est pas le genre de symptômes qui devrait faire paniquer, OK? Non, je comprends. Voilà. Seul comme symptôme, c'est spécial un petit peu, ouais. Ouais. Merci. Oui. Monsieur Gélina, vous avez une main levée? OK. Monsieur Potvin? Oui, j'ai une question. Pour les personnes qui sont immunosupprimées Oui. et qui vont recevoir le vaccin, à quoi doit-on s'attendre comme efficacité ou… OK. Ça, c'est parce qu'il y a plusieurs, il y a de multiples types d'immunodépression. OK. Il y en a il y a certains types d'immunodépression qui ne sont pas nécessairement associés à une diminution d'efficacité d'un vaccin. D'autres, oui. Alors ça, je sais que ça va dépendre du type d'immunodépression particulier. Et puis, ça, c'est le genre de question où il faudrait vraiment avoir les détails du cas. Puis, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait parler avec un médecin là, qui va être capable de faire la recherche. Moi, je pourrais faire la recherche aussi. Je ne la ferai pas là tout de suite, là, mais je pense pas qu'on puisse donner une réponse générique globale à cette question-là. Il faudrait aller voir les caractéristiques là, de l'immunodépression. Merci. Oui, Monsieur Gélina? Oui, je reviens avec une autre question. Est-ce que le Québec se tire dans le pied en retardant la deuxième dose? Écoutez, ça c'est une autre question à laquelle il est impossible de répondre de façon certaine. Mais je comprends la stratégie du Québec, okay? Dans le sens qu'ils ont reçu peu de vaccins. Et donc, ils ont le choix entre vacciner plus de monde et risquer une protection un petit peu plus faible, ou bien vacciner 2 fois moins de monde en ayant la protection maximale. C'est vraiment pas facile de choisir entre ces deux cas de figure. J'aimerais pas être à la place des gens dans le gouvernement qui doivent faire ces choix, mais je peux comprendre cette stratégie, puis j'aurais peut-être fait le même choix. OK, parce qu'il y a quand même une certaine immunité, même avec une dose. Là. Okay. Absolument. Oui, même avec une dose, il y a une certaine immunité, il y a un certain niveau de protection. Je ne sais pas s'il a été calculé exactement. Si on se fie à Johnson & Johnson, c'est 66 %. C'est ça. Combien? C'est 66 %. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ça a été vu pour d'autres vaccins, puis c'était dans les 60 % ou un peu plus. Alors, c'est quand même pas si mal. Et aussi, il faut bien voir que quand on parle de mettons, de 60 % de protection, okay, les 40 % qui ne sont pas protégés, ça ne veut pas dire qu'ils vont être aussi malades qu'ils l'auraient été s'ils n'avaient pas eu le vaccin. La façon dont on mesure la protection, c'est est-ce que la personne est malade ou pas. Dans le fond, ce qu'on a fait pour tous ces vaccins, là, dans les essais cliniques, on a donné le vaccin à 20 000 personnes, on a donné un placebo à 20 000 personnes. Okay? Et dans les deux groupes, on leur demandait si vous êtes malade, appelez-nous. Et puis, si ce sont des symptômes COVID et que vous recevez un test et que le test est positif, dites-le nous. C'est ça. Les essais cliniques, ils ont consisté en ça. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que la personne va être malade et va avoir un test positif. Mais ça ne veut pas dire que c'est le même pourcentage qui va avoir des complications sévères. Okay? Donc, il y a la protection contre la maladie, puis il y a la protection contre les complications sévères. Puis souvent, la protection contre les complications sévères, elle est bien supérieure à la protection contre la maladie. Okay. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à chaque année pour la grippe. Okay? Pour la grippe, on a parfois certaines années des vaccins qui ne marchent pas beaucoup, qui ont un niveau de protection parfois aussi bas que 40 %, mais ça veut dire que c'est 40 % de protection contre les chances de contracter la maladie. Mais souvent, on ne va pas avoir autant de complications qu'on aurait eu si on n'avait pas eu le vaccin. Merci. Voilà. Mais c'est sûr que j'aimerais bien mieux là qu'on ait tous 2 doses et qu'on les ait tous rapidement. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui est en train de se passer.
Mais qu'est-ce qui fait que ce vaccin-là nécessite 2 doses alors que la grippe nécessite 1 dose? C'est une bonne question. Le vaccin contre la grippe, c'est un vaccin inactivé. Okay? Donc, c'est un virus qu'on fait pousser, qu'on tue et qu'ensuite on administre. Et je m'attendrais à ce que, le vaccin contre la grippe fonctionnerait peut-être mieux s'il y avait 2 doses là aussi. Okay. Mais peut-être que c'est plus compliqué d'avoir 2 doses de vaccin de la grippe. Peut-être que ce serait compliqué de les avoir dans les temps. Je n'ai pas les détails. Là, parfois, dans les campagnes de vaccination, il y a des considérations qui ne sont pas des considérations scientifiques, mais qui sont des considérations économiques, okay, en termes de doses qu'on achète, qui sont des considérations de facilité à réaliser les campagnes. Alors, j'ai pas toutes les réponses. Mais il y a beaucoup de vaccins qui nécessitent 2 doses. Il y a beaucoup plus de vaccins qui nécessitent 2 doses que de vaccins qui ne nécessitent qu'une seule dose pour bien fonctionner. Okay. Merci beaucoup encore. Ça fait plaisir. Madame Rivas? On ne vous entend pas. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-il vrai que présentement, avec les vaccins qu'on a droit, il y en a qui ne sont pas suggérés pour des gens qui ont une condition médicale, qui sont immunosupprimés, comme quelqu'un le disait tantôt, ou certains cancers? OK. J'avais fait cette recherche à un moment donné, puis ce n'était pas le cas. Quand j'avais fait la recherche, les personnes immunodéprimées, dans le fond, le vaccin était recommandé pour absolument tout le monde. Il y avait peut-être juste un groupe de gens, c'était les femmes enceintes, parce que les essais cliniques n'avaient pas inclus de femmes enceintes. Et même à ça, beaucoup de gens disaient que ça n'avait aucun sens d'exclure les femmes enceintes et qu'elles devraient avoir le droit de recevoir le vaccin comme tout le monde, qu'il n'y avait aucune raison de penser qu'il y aurait un danger pour le fœtus. Plus récemment, il a été question de faire, dans le fond, des gens qui avaient un historique d'allergie, okay, d'allergie sévère à différentes choses, que ce soit aux fruits de mer ou piqûres d'abeilles ou ce que vous voulez, parce que les gens qui ont fait des réactions allergiques au vaccin étaient des gens qui avaient fait d'autres réactions allergiques à d'autres choses dans le passé. Okay? Mais même à ça, ma compréhension est que d'une façon générale, le vaccin continue d'être recommandé pour tout le monde, même les gens qui ont fait des réactions allergiques. Alors, j'ai pas eu l'information que vous mentionnez. Je vais répondre à quelques questions que j'ai reçues un petit peu à l'avance parce que je crains sinon qu'on n'aurait pas le temps. Alors, je vais les prendre un petit peu au hasard. Il y avait des questions de Mario Alain. Alors, Mario, j'ai vu que vous étiez ici. Bonjour. Que doit-on penser des variants mutants du COVID-19 en termes d'efficacité des vaccins actuels? Donc ça, j'ai donné la réponse dans ma présentation. De la capacité à se propager plus facilement, donc ça, j'ai répondu également. Effectivement, ils se propagent plus rapidement. Puisque les vaccins ont été préparés plus rapidement qu'à l'habitude, peuvent-ils être dangereux? Ça, la réponse est non, clairement non. Okay? Les vaccins, c'est vrai qu'ils ont été préparés plus rapidement. Il y a plusieurs réponses à ça. Premièrement, il y a des technologies qui existaient et qui ont permis d'avancer plus rapidement. Aussi, ce sont des vaccins qui ne sont pas nécessairement très compliqués à produire. Je parle là des vaccins à ARN, okay, qui ont été les premiers à arriver. Aussi, une autre explication, c'est qu'on a bénéficié de modèles animaux très rapidement. Comme je l'ai dit, ça a permis de tester les vaccins très rapidement sur les souris avant de commencer à faire les tests chez l'humain. La nature du virus a été connue immédiatement. Okay? En l'espace d'une ou 2 semaines, on avait la séquence complète du virus, okay? Ce qui, évidemment, il y a 20 ans, ça n'aurait pas du tout été la situation. Donc, à partir du moment où on a la séquence, on a des techniques de synthèse génétique là, qui permettent de produire les ARN ou les ADN qu'on veut très rapidement. Une autre raison aussi, c'est que les compagnies et les gouvernements ont pris des risques financiers qu'ils n'auraient pas pris en temps normal. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est que les vaccins, à partir du moment où, dans les premières phases d'essai, en général, quand on teste un vaccin ou un médicament, on commence par tester juste sur quelques dizaines de personnes
pas pour voir si ça marche, mais pour vérifier que c'est pas toxique, qu'il n'y a pas de toxicité chez les personnes qui reçoivent ça. Et dès le début de ces tests, ils en ont profité évidemment pour regarder si les personnes produisaient des anticorps neutralisants, qu'elles étaient capables de neutraliser le virus. Et ils ont constaté que c'était le cas, que les personnes produisaient les anticorps. Et donc, la prédiction, c'était que le vaccin allait fonctionner, que les gens allaient être protégés. D'accord? Dès qu'ils ont eu ces informations-là, ils sont allés de l'avant avec de démarrer immédiatement des campagnes de vaccination de très grande envergure, incluant des dizaines de milliers de personnes. D'accord? Et ça, évidemment, il y a un coût financier qui est beaucoup plus grand qui vient avec ces phases d'essais cliniques avancés. Et normalement, ces décisions-là mettent beaucoup plus de temps à se prendre. Puis, généralement, après la phase 1, on a une phase 2 avec quelques centaines de personnes et ensuite une phase 3 avec des dizaines de milliers de personnes. Là, ils sont allés en phase 3 directement. Okay? Donc, ça aussi, ça a contribué à accélérer les choses. Et puis, d'autres raisons, c'est que en termes d'analyse des données, les gouvernements qui émettent des autorisations, là aussi, ont travaillé très vite à analyser les dossiers, mais ça ne veut pas dire qu'ils aient fait un mauvais travail. Puis je vous dirais que ce qui a facilité les choses, c'est peut-être que tout simplement que le vaccin fonctionnait très bien. Okay? Le vaccin, écoutez, on le sait maintenant, les 2 vaccins à ARN, ils ont un niveau de protection d'environ 95%. Quand la protection est aussi bonne, elle est évidente très tôt dans l'essai clinique, d'accord? Parce que là, vous avez vos 20 000 placebos et vos 20 000 personnes qui reçoivent le vaccin. Donc, quand vous commencez à avoir assez rapidement 10 cas, puis 20 cas de COVID-19 dans votre groupe placebo, avec toujours 0 cas ou 1 cas dans votre groupe qui ont reçu le vaccin, ce n'est pas long que vous allez être capable de démontrer statistiquement que votre vaccin fonctionne. D'accord? Et donc, ça a certainement aidé à obtenir des autorisations rapidement. Aussi, le fait qu'il n'y avait pas du tout d'effets secondaires sérieux lors des essais cliniques. Et aussi, ne l'oublions pas, le fait que la pandémie ait continué d'avancer à bon rythme, dans le sens que si vous voulez tester facilement un vaccin, il faut que vous ayez des gens qui soient infectés dans votre groupe placebo. OK? Et donc, il faut que la pandémie continue de progresser, ce qui a été le cas. Alors, pour vous donner un point de comparaison, il y a quelques années, on a eu une épidémie de Zika, essentiellement en Amérique du Sud. Des vaccins ont été produits, mais on n'a jamais pu compléter les essais cliniques des vaccins contre Zika, tout simplement parce que l'épidémie est morte d'elle-même et puis il n'y avait plus assez de gens qui étaient infectés pour qu'on démontre l'efficacité du vaccin. Okay? Il y avait eu un problème un petit peu similaire pour le virus Ebola il y a quelques années également. Donc, c'est pour ces raisons-là que ça a été assez rapide. Ensuite, une autre question. Je m'excuse. J'avertis les gens avec qui j'ai une autre rencontre à 2h30, mais je les ai avertis que je vais être un petit peu en retard. Ça va me permettre de rester avec vous un petit peu plus longtemps. Qu'est-ce qui cause les pandémies comme la COVID-19? Ça, c'est une excellente question. On a de plus en plus de ce qu'on appelle de ces maladies infectieuses émergentes. Okay? Donc, on a eu SRAS, on a eu COVID-19, on a eu MERS, puis il n'y a pas juste les coronavirus. On a eu Zika, qui est un flavivirus. Okay? Et une des raisons, c'est que l'espèce humaine continue à augmenter en nombre et qu'on envahit de plus en plus des espaces naturels dans lesquels on n'avait pas beaucoup de présence. Okay? Donc, il y a de plus en plus de contacts entre les humains et puis les animaux sauvages. Et la majorité de ces virus viennent d'animaux sauvages. Et aussi, les déplacements internationaux augmentent beaucoup. D'accord? Alors, ça contribue beaucoup à propager ces maladies. Et puis, un facteur qu'on doit citer aussi, c'est la progression, dans le fond, de nos capacités de diagnostiquer avec précision ces maladies grâce aux tests génétiques. D'accord? Dans le sens qu'une pandémie comme SARS-CoV-2, comme COVID-19, si ça avait eu lieu dans les années 1940 ou 1950,
Probablement qu'il y a des médecins qui auraient identifié que c'était un nouveau pathogène, mais probablement qu'il y en a qui n'auraient pas été d'accord, qui auraient dit « Oh non, ça ressemble trop à la grippe, c'est probablement une souche de grippe, d'accord? C'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste un variant de la grippe qui fait des choses un peu spéciales. » De nos jours, on a des capacités d'amplification du génome par PCR et puis d'identification des génomes par ce qu'on appelle le séquençage, qui font en sorte qu'on a une réponse immédiate sur la nature du microbe qui cause la maladie. Et ça permet probablement d'identifier des nouvelles souches de virus ou de bactéries qu'on n'aurait pas identifiées il y a quelques décennies. Okay? Pour compléter, oui? M. Berthoud, oui? j'ai vu passer l'information qu'il y a des gens qui... je ne sais pas de quelle formation ils sont, mais ils vont chercher dans les populations de chauves-souris les virus, les coronavirus qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous voyez passer des recherches? Parce que ça va prendre des recherches avec, dans d'autres zones parce que ça prendrait des climatologues éventuellement, parce que les changements climatiques vont faire développer. Ça prendrait des écologistes, parce que comment on s'occupe de ces environnements, les différents environnements, puis qu'on les détruit. Puis c'est à ce moment-là que la chaîne se fait de virus qui passent de la chauve-souris à un autre mammifère, puis après ça à l'homme. Voyez-vous passer des recherches comme ça? Oui, ben, j'en vois beaucoup passer. Je ne les lis pas nécessairement parce que je n'ai pas tout le temps que j'aimerais avoir pour lire toutes les études. Il y a tellement d'études sur ce virus que une vie ne suffirait pas pour tout lire, vous savez. Mais je peux quand même apporter des réponses. Il y a des gens ça date pas d'aujourd'hui, il y a des gens qui se spécialisent dans le fait d'aller rechercher dans les espèces animales sauvages les virus qui sont potentiellement des virus émergents pour l'humain. Okay? Et je m'attends à ce qu'il y ait de plus en plus de scientifiques qui travaillent sur ce genre de choses, effectivement. Et il n'y a pas juste chez les chauves-souris, il y a également chez les singes, par exemple. Okay? Parce qu'il y a plusieurs maladies infectieuses qui proviennent de populations de singes. Donc ça, c'est le cas. Vous avez cité les climatologues. C'est un fait que le réchauffement de la planète va contribuer aussi de plus en plus à faire déplacer vers le nord, incluant vers le Canada, des maladies qui étaient des maladies tropicales. Okay? Quand il y a eu le Zika, il y a eu des cas de Zika, il y en a même eu beaucoup dans le sud des États-Unis, essentiellement en Floride, également au Texas. Les virus pouvant transmettre la malaria sont trouvés dans des latitudes qui continuent de grandir. En Europe, il y a eu récemment des éclosions de certaines maladies tropicales qu'on n'avait jamais vues en Europe jusqu'à présent. Alors ça, c'est quelque chose qu'il va falloir continuer de surveiller. OK. Quelle est la charge virale? C'est une question de Camille Gagnon. Alors, la charge virale, c'est dans le fond la quantité de virus qui est portée par une personne qui est infectée. Okay? Alors, ça, c'est plus facile à mesurer quand c'est du virus qui est présent dans le sang, parce que là, vous faites un prélèvement de sang, et puis ensuite, ce qu'il vous faut avoir, c'est un test qui vous permet de quantifier le nombre de génomes de ce virus dans le sang. Okay? Puis un génome égale un virus dans le fond. Et ça, c'est ce qui est fait pour des maladies sanguines comme le VIH, comme l'hépatite B, comme l'hépatite C. Pour des virus qui sont des virus respiratoires, c'est un peu plus difficile à faire, mais on est quand même capable. Quand on fait le test de dépistage de la COVID-19, on est capable de voir s'il y a beaucoup de virus ou peu de virus. Mais ce n'est pas toujours très fiable, parce que vous comprenez qu'on va gratter au fond de la gorge, mais on peut très bien gratter sur un petit spot dans lequel il n'y aurait juste pas beaucoup de virus, alors qu'il y en aurait beaucoup un petit peu plus loin. Okay? C'est plus difficile d'avoir une réponse fiable pour les virus respiratoires, mais c'est ça la charge virale. Et d'une façon générale, pour tous les virus, incluant COVID-19, plus on a une charge virale élevée, plus on risque de transmettre le virus à d'autres personnes. Et les personnes vaccinées qui seront exposées au virus
attention, le virus, on peut quand même contracter le virus même si on est vacciné, d'accord? On sera probablement pas malade, mais on peut contracter le virus. Mais probablement que le virus ne se répliquera pas autant que si on n'avait pas reçu le vaccin. D'accord? Donc, la charge virale sera plus petite et il y a beaucoup moins de chances qu'on transmette le virus à d'autres personnes. Donc, quand la santé publique nous dit, puis ils ont raison de le dire, attention, même quand vous serez vacciné, il faudra faire attention quand même parce que vous risquez de porter le virus et de le transmettre. C'est vrai, mais je dois quand même dire la réalité virologique, que ce sera quand même beaucoup moins probable que si on était infecté sans vaccin. Okay. Quel suivi faisons-nous, une question de M. Baudry, quel suivi faisons-nous des personnes rétablies du virus? Quelle est la probabilité que ces personnes contractent de nouveau le virus sous une forme ou une autre? Donc ça, dans le fond, là, on parle des réinfections. Okay? Les réinfections, elles ont lieu. D'une façon générale, elles sont rares. Okay? Mais surtout, il y a beaucoup moins de symptômes qu'à la première infection. Donc ça, on le sait de façon assez claire. Donc ça, évidemment, c'est lié au fait que la réponse immune fonctionne contre ce virus. Et ce qui n'est pas surprenant puisque le vaccin fonctionne également. Donc les deux vont ensemble. Okay? On sait que le fait que le vaccin fonctionne, ça a du sens parce que les gens qui sont infectés naturellement ont également un certain niveau de protection. Mais on peut être réinfecté. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a la mortalité est supérieure au Québec qu'est-ce qu'elle est en Ontario? C'est une autre question de M. Baudry. J'aimerais pouvoir répondre à cette question, mais il y a trop de facteurs à prendre en compte. Un des facteurs, il y a beaucoup d'informations dans le fond auxquelles on n'a pas accès. Et l'information essentielle, c'est comment est-ce qu'on a pris en charge ces personnes lorsqu'elles étaient malades, quel pourcentage de ces personnes ont été hospitalisées, combien de jours après le début des symptômes est-ce qu'ils ont été hospitalisés, quel traitement ils ont reçu, est-ce qu'ils ont eu accès à des médicaments comme le remdesivir, comme des anti-inflammatoires dont on sait qu'ils sont efficaces pour contrer les complications. Est-ce que aussi, quels sont les gens qui ont été infectés? On a vu qu'au Québec, là, beaucoup de victimes étaient dans des CHSLD ou des RPA. Alors ça, c'était des personnes relativement plus âgées et on sait qu'ils ont plus de chances d'avoir des complications. Je ne sais pas quelle était la situation en Ontario. Okay? Donc, il y a trop de variables que soit moi je ne connais pas, soit personne ne connaît parce qu'on ça pas encore été, l'information n'est juste pas disponible, de sorte que pour l'instant, c'est pas possible de répondre à cette question, mais j'espère avec vous qu'on aura ce genre de réponse un jour, okay? Parce que je pense que c'est important de comprendre. Le Québec n'a pas vraiment brillé dans cette pandémie, malheureusement, il faut le dire, il faut voir les choses en face. La santé publique québécoise n'est pas apparu toujours sous son meilleur jour, mais je vous dirais que les santé publiques dans d'autres pays occidentaux ont fait les mêmes erreurs que nous avons faites. Hein. Mais je pense que c'est important de tirer franchement les leçons de ce qu'on vient de vivre de façon à faire mieux la prochaine fois. Là, ça, c'est un fait. Monsieur Potvin, vous aviez une question? Oui, avant la COVID-19, on entendait parler d'un vaccin plus général pour la grippe en général, pour les coronavirus en général. Est-ce qu'il y a de la recherche qui va aboutir éventuellement à ce niveau? Il y aura je ne suis pas certain de quoi vous faites référence. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de vaccin. Je vois aucune façon qu'il pourrait y avoir un vaccin qui permette de protéger à la fois contre la grippe et contre COVID-19, si c'est ce que vous voulez voir. Je sais que concernant les vaccins contre la grippe, ce qu'on aimerait avoir, c'est un vaccin qui ne soit pas un vaccin annuel. Okay. On aimerait avoir un vaccin qui soit donné une fois ou peut-être aux 10 ans et qui protège efficacement contre la grippe au lieu de devoir se faire vacciner tous les ans. On appelle ça un vaccin universel. C'est ça dont je veux parler. Oui, des gens travaillent dessus. À ma connaissance, ce n'est pas encore au point. Okay.
C'est pas quelque chose qui est si facile que ça à développer. Le virus de la grippe, il est quand même particulier parce qu'il a un mécanisme pour évoluer très rapidement. Le virus de la grippe évolue plus rapidement que le virus de la COVID-19. Okay? Donc, j'ai pas de nouvelles là-dessus, mais c'est certain que ça concerne juste la grippe. Là, on parle pas de. Pour ce qui est de COVID-19, là, les vaccins qui existent sont quand même efficaces. Ça fait 1 an que le virus existe et puis on n'a pas encore des variants qui seraient complètement résistants aux vaccins qui ont été développés. Alors, c'est quand même une assez bonne situation comparée à la grippe. OK. Et pour les coronavirus en général, c'est peu c'est- probable qu'on ait un vaccin pour les coronavirus. OK. La famille des coronavirus, par exemple. OK. Ça, c'est une bonne question. J'ai pas de réponse là-dessus. Ça, je pourrais envisager que ce serait faisable. Dans le fond, parce que c'est vrai que ça fait déjà 2 épidémies de coronavirus, même 3 avec le MERS. SARS et SARS-CoV-2 sont très proches l'un de l'autre. Probablement qu'on serait capable de développer un vaccin qui fonctionnerait contre les 2 virus simultanément. Est-ce que ça pourrait également fonctionner contre le MERS? Je le sais pas. Mais c'est une bonne remarque. Je vous dirais que là, l'urgence, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne contre COVID-19. Est-ce que ça protégera également contre d'autres maladies? Ben, c'est à espérer. Là, je pense que c'est des choses qui vont devoir être étudiées ultérieurement. Là. Peut-être qu'en bout de ligne, ils vont être capables de changer la formulation de ces vaccins de sorte que ça protégerait également contre d'autres coronavirus. Merci. Ça fait plaisir. Ensuite, après la vaccination, est-ce que nous verrons la disparition du virus? Ça, c'est une question de Madame Dallaire. Je dirais probablement dans un pays comme le Canada où on est capable de vacciner quand même une grande partie de la population. Mais ça ne veut pas dire que ça va disparaître mondialement. Je ne m'attends pas à ce que ça disparaisse mondialement. Alors, je pense que j'ai répondu à la plupart des questions qu'il m'était posées. Là, j'en lis quelques-unes, mais il me semble que j'ai à peu près répondu à ces autres questions. Alors, si ça vous convient, je vais arrêter là parce que on a dépassé l'heure. À moins qu'il y avait une toute dernière question de quelqu'un. Madame Morin, vous avez ouvert votre micro. Vous vouliez poser une dernière question? Je me demandais, pour les femmes enceintes qui attrapent le coronavirus, est-ce qu'il y a des complications particulières? OK. Écoutez, les données que j'avais vues, je n'ai pas regardé cette question-là récemment, mais les données que j'avais vues, c'est qu'il n'y avait pas de complications nécessairement. Okay? Évidemment, les femmes enceintes, souvent, c'est des femmes plutôt jeunes, en bonne santé. Donc, en général, elles sont capables de combattre l'infection assez efficacement. Et le virus ne semble pas être très apte à franchir la barrière du placenta pour se rendre au fœtus. Okay? Donc, contrairement, par exemple, à un virus comme les virus Zika, qui, lui, va spécifiquement causer des dommages neuronaux au fœtus, on n'a pas vu ça pour COVID-19. Puis, avec un an de recul et puis avec des millions de personnes qui ont été infectées, je pense que s'il y avait vraiment un gros problème pour les femmes enceintes, ça aurait émergé déjà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions. Là, peut-être une femme enceinte qui aura un problème d'immunodéficience particulier. Je ne peux pas dire que je connais tous les cas de figure, okay, mais d'une façon générale, il n'y a pas vraiment de gros problèmes associés à la grossesse. OK? Alors, je vous remercie tous pour votre participation. J'espère que ça a été utile. Monsieur Meyer, posez-moi votre question par courriel à mon adresse de l'UQTR et puis je pourrais vous répondre. Très bien, merci. Ça fait plaisir. Et puis, écoutez, pour les autres, je vais vous souhaiter un bon après-midi. Merci beaucoup à l'équipe de l'UTA pour avoir organisé ça. Un gros merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Oui.